Salut à tous. Alors que l'intersaison NBA bat son plein, l'heure est à la signature, à l'acquisition de nouveaux joueurs, de nouveaux talents, mais également à la re-signature de joueurs prometteurs issus des rangs des différentes franchises NBA. À ce titre, les Minnesota Timberwolves ont annoncé qu'ils allaient proposer une extension au contrat max à Andrew Wiggins, le jeune ailier de l'équipe de Minnesota, et je me suis posé la question suivante: est-ce que Andrew Wiggins est un max player? Est-ce qu'il mérite finalement d'obtenir un contrat max? Et l'objet de cette vidéo, c'est d'essayer de répondre à cette question, non pas en vous donnant mon avis, parce que mon avis, tout le monde s'en fout, mais c'est en vous proposant un maximum d'éléments, les plus objectifs possibles, pour que vous vous fassiez votre propre avis sur cette question, et c'est ça qui est intéressant. Donc sans plus tarder, je vous propose de démarrer ma démonstration autour de la question suivante: Andrew Wiggins est-il un max player? Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'un contrat max? Quel est le contexte? Eh bien, Andrew Wiggins, il va arriver dans cette saison 2017-2018 qui va commencer, il va arriver dans la dernière année de son contrat rookie, le contrat en 2+2. Donc, il sera free agent, non pas cet été, mais l'été prochain, à l'été 2018. Les Minnesota Timberwolves ont donc la possibilité, là jusqu'au 16 octobre, de lui proposer une extension, d'où le principe d'une extension, ça n'est pas une resignature, c'est une extension, pour ça que c'est toujours en N-1, un an avant, aux modalités du contrat max. C'est ce que les Minnesota Timberwolves, par le biais de leur propriétaire Glenn Taylor, ont annoncé qu'ils allaient faire à l'intention d'Andrew Wiggins. Alors, l'objet de cette vidéo, attention qu'on soit clair, ça n'est pas de se demander si les Minnesota Timberwolves doivent garder ou non Andrew Wiggins. Parce que si jamais les Timberwolves ne font pas un contrat max à Wiggins, n'offrent pas un contrat max à Wiggins, une autre franchise NBA le fera et ils le perdront contre rien. Donc c'est pas ça l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est d'une manière très très rationnelle, en imaginant que tous les general managers de la ligue ont la tête sur les épaules, ce qui n'est absolument pas le cas, d'essayer de répondre à cette question: Wiggins est-il un contrat max? Mais en aucun cas de se mettre à la place des Wolves et de dire il devrait le faire ou il devrait pas le faire. Parce que s'il ne lui offre pas le max, une autre équipe le fait et elle raflamise. Vous voyez la démarche. Mais c'est vraiment: essayons d'être raisonnables, essayons d'être réfléchis et d'analyser ça à tête reposée. Donc, propriétaire des Wolves veut proposer à Wiggins une extension au contrat max en utilisant la Designated Rookie Extension qui permet de proposer à Wiggins 25% du salary cap sur 5 ans avec 8% d'augmentation par an. Donc, en gros, sur un salary cap qui va être à un peu plus de 100 millions, aux alentours de 103 millions sur 2018-2019, c'est de lui proposer un petit peu plus que 25 millions. Si Wiggins avait été All-NBA, MVP ou Defensive Player of the Year en 2016-2017, il aurait pu prétendre à 30% du cap. Il aurait pu passer dans le palier supérieur. Mais ça n'a pas été le cas, donc il ne peut pas prétendre à plus de 25%, comme n'importe quel autre joueur de sa classe d'âge, mais en bénéficiant de la Designated Rookie Extension, il peut être signé là un an en avance, et sur une projection de 5 ans avec 8% d'augmentation par an. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça représente quoi en pépettes? Ça représente quoi en dollars? Eh bien, ça voudrait dire qu'en 2018-2019, Wiggins, il est à 25 millions, sur une base de projection du salary cap à 103 millions, c'est la donnée qu'on a présentement là durant cet été 2017, et puis ça passe à 27, 29, 31, et on finit en 2022-2023, dernière année garantie de son contrat, à pratiquement 34 millions. Donc on sécurise Andrew Wiggins pour 5 ans après la saison prochaine. Donc en fait, on le sécurise sur les 6 prochaines années, si vous voulez raisonner comme ça. Voilà ce qu'est concrètement un contrat max dans le cas de figure de Wiggins. C'est beaucoup. On est d'accord, c'est beaucoup. Alors, pour résumer, c'est donc une extension de 5 ans à partir de 2018-2019 pour un montant total d'environ 150 millions de dollars. C'est une somme énorme. Wiggins. Qui es-tu? D'où viens-tu? D'où sors-tu? Que fais-tu?
Wiggins, il sort d'une saison à 23,6 points par match, 45% de réussite au tir et 35,6% de réussite à 3 points. C'est les principales stats qui sont mises en avant quand on parle de Wiggins, avec notamment, voyez, une amélioration dans la réussite à 3 points de pratiquement 5,6 points de pourcentage. Il était à 30% il y a un an, il est passé à 35,6. Donc une belle progression dans le tir à 3 points qui était un de ses compartiments relativement pauvres dans les années passées. Et puis une moyenne de points qui augmente au fur et à mesure des années quand le temps de jeu reste plus ou moins le même. Donc autrement dit des capacités de scoring qui s'améliorent. Donc une lecture des stats brutes qui effectivement est intéressante. On a le 16e meilleur de la ligue, mais le 16e meilleur marqueur de la ligue en 2016-2017, donc incontestablement un joueur qui fait partie de l'élite de la NBA pour ce qui est d'attaquer. Sauf que, vous me connaissez, si c'était aussi simple, j'en parlerais pas. Et je n'aurai cesse de vous le répéter, ne regardez jamais les stats brutes, parce qu'elles ne veulent rien dire, elles sont décontextualisées. Quand on va regarder les stats avancées, eh bien elles sont beaucoup plus nuancées. Et c'est ce qu'on va parcourir ensemble. Déjà, quand on regarde le PER, c'est-à-dire l'indice d'efficacité, de productivité d'un joueur quand il est sur le terrain, quand on regarde Wiggins, il est à 16. Et 16, c'est bien, la moyenne NBA est toujours normalisée, ramenée à 15. Quand vous êtes à 7, vous êtes un petit peu au-dessus de la moyenne, mais vous ne faites en aucun cas partie de l'élite de la NBA. Quand on regarde le pourcentage au tir réel de Wiggins, c'est-à-dire la pondération des tirs à 3 points, 2 points et à 1 point, des lancers francs, eh bien on constate qu'il est à 53,4%. C'est pas extraordinaire, c'est moyen. Et tant bien même Wiggins a gagné 5 points de pourcentage d'adresse sur le tir à 3 points, vous voyez que par rapport à la saison passée, son pourcentage au tir réel, donc son efficacité d'attaque, elle a baissé. Donc en fait, il n'a pas gagné en efficacité offensive. Vous voyez qu'également son free throw rate a baissé. Sa capacité à provoquer des fautes a baissé. Et puis au-delà du scoring, eh bien, on remarque que ses capacités à aller prendre des rebonds et à aller faire des passes décisives, ces capacités-là sont très très faibles. 6% de rebonds, 10% de passes décisives, ça veut dire que quand dans un match, il y a 100 rebonds qui ont été arrachables par cette équipe des Wolves, Wiggins n'en a été cherché que 6. Et dans un match, quand les Wolves font 10 passes décisives en attaque, il n'y en a qu'une qui est générée par Wiggins. On va un petit peu plus loin dans les stats avancées. Un win share à 4. Le win share, c'est la capacité ramenée individuellement à faire gagner son équipe. 4, c'est relativement moyen. On va maintenant regarder l'impact sur la feuille de match, les box score plus-minus. En attaque, on est à 0,2, donc il y a un petit impact offensif. Par contre, en défense, on est à -3. Et on a un global qui est négatif et une value over replacement qui est, j'aime bien le qualifier comme ça, un indice d'indispensabilité d'un joueur qui est négatif. Donc, autant la ligne de stats brute de Wiggins, elle est vraiment pas mal, autant la ligne de stats avancée, eh bien, elle est moyenne, voire vraiment moyenne. Si on va regarder le Simple Rating, qui est un indice d'impact calculé par le site 82games.com que j'aime bien regarder, eh bien on remarque que Wiggins il est à plus 2,8, c'est bien, c'est un impact qui est correct, mais qui en aucun cas l'impact d'un joueur élite de la ligue où LeBron James va être à 17, où Jimmy Butler va être à 15, où Kawhi doit être à 16. Vous voyez Karl Anthony Towns, il est pratiquement à 6. Wiggins, il est à 3, c'est bien, c'est-à-dire qu'il fait mieux que la moyenne, considérant que la moyenne est à 0, mais c'est en aucun cas un impact d'un joueur élite dans la NBA. Regardons maintenant un petit peu dans le détail, ramener, comparer au reste de la NBA cet impact de Wiggins à l'aide des stats avancées. Parmi les joueurs de la NBA en 2016-2017,
qui ont été à au moins 20 points par match, Wiggins a le 4e plus petit win share de la NBA. Vous voyez qu'il est là. Donc, parmi les joueurs qui ont scoré, qui ont mis beaucoup de points, eh bien Wiggins fait partie de ceux qui ont le moins fait gagner son équipe. Et c'est là toute la problématique, finalement, d'un joueur au contrat max. C'est-à-dire, on attend d'un joueur au contrat max qu'il fasse gagner son équipe. Et s'il met 23 points par match et qu'il ne fait pas gagner son équipe, c'est qu'il est finalement pas si fort que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? À quoi bon mettre 40 points par match si votre équipe, elle gagne que 20 matchs dans une saison à 82 ? C'est que quelque part, vos points, eh bien, vous les mettez dans le vent. Donc, corréler toujours le scoring à l'impact en victoire, c'est intéressant. Et c'est vrai d'une manière générale pour toutes les stats. Concernant Wiggins, eh bien, voyez qu'il n'est pas du tout dans l'élite de la NBA quand on va aller chercher la capacité à faire gagner par rapport au nombre de points marqués. Parmi les ailiers, là, c'était tous les joueurs de la ligue. Vous voyez qu'il y avait des arrières, des intérieurs. Parmi juste les ailiers, qui ont joué au moins 1000 minutes la saison passée, pour éliminer tous les joueurs qui sont rentrés en jeu de manière sporadique. Eh bien, Wiggins, il a le 3e plus petit pourcentage au rebond de la NBA. C'est-à-dire que sa capacité à aller arracher des rebonds, elle est l'une des plus mauvaises de la ligue parmi les ailiers. Donc, ça n'est pas du tout un rebondeur. Ça n'est pas du tout un rebondeur. Il y a plein d'arrières en NBA, plein de meneurs beaucoup plus petits qui ont un meilleur pourcentage au rebond que Wiggins. Et ça, c'est une problématique. Parce qu'aller arracher des rebonds offensifs ou arracher des rebonds défensifs, c'est important. Ça peut changer le cours des matchs. Malheureusement, c'était pas un compartiment dans lequel Wiggins s'impactait la saison passée. Parmi toujours les ailiers, avec plus de 1000 minutes de temps de jeu, parce que vous allez me dire, non mais attends, Wiggins, en fait, il prend pas de rebond parce qu'il joue un petit peu à la périphérie, il est dans le playmaking. Pourquoi pas ? On va regarder ses capacités de playmaking. Parmi donc, tous les ailiers qui ont joué au moins 1000 minutes, il n'a que le 35e pourcentage de création de passes décisives de la NBA. Il est là. Il est en dessous de Dirk Nowitzki, Corey Brewer et devant Aaron Gordon. Et vous allez me dire qu'en capacité de playmaking, si je vous parle de Brewer, de Ilyasova, de Mike Muscala, de Jared Dudley, de Trevor Booker, de David Lee, vous imaginez pas forcément des mecs qui sont dans les highlights de la ligue avec des passes fantasques. Même un Carmelo Anthony. S'il y a bien un compartiment du jeu dans lequel on ne connaît pas Carmelo Anthony, c'est donc sa capacité à faire des passes. Et bien même Carmelo Anthony, il est très très loin devant Andrew Wiggins. Et une fois de plus, je n'ai gardé que les ailiers. Si vous mettez l'ensemble de la NBA, il est beaucoup plus bas parce qu'il y a tous les arrières, il y a tous les meneurs devant. Mais vous comparez par rapport aux ailiers. Une fois de plus, vous voyez que dans sa capacité de playmaking, Wiggins, il est très très loin de faire partie de l'élite. Toujours dans le playmaking, vous voyez que son assist turnover ratio, c'est-à-dire le nombre de passes décisives qu'il crée par rapport au nombre de balles qu'il perd, il est à 1. Il fait 2,3 passes pour 2,3 pertes de balles. Et un assist turnover ratio à 1, c'est très 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 moyen. La moyenne est à 2. Si vous êtes à 3, vous êtes bien. Si vous êtes à 4, vous êtes très très bien. En comparaison, je suis allé prendre de Jay Crowder, qui a quasiment le même pourcentage de création de passes décisives qu'un Wiggins. Eh bien, Jay Crowder, en comparaison, ça n'est pas du tout le même profil de joueur, ça n'est pas du tout le même contexte. Je l'entends complètement. Mais il est aux alentours des 10% de création de passes décisives. C'est pour ça que je suis allé prendre Jay Crowder, parce que dans la liste, il était juste après Wiggins. Eh bien, Jay Crowder, en comparaison, il a un assist turnover ratio à 2. C'est-à-dire qu'il va faire 2 passes décisives pour une perte de balle. Donc en capacité de rigueur, en capacité de conduite de balle, si vous voulez, eh bien, une nouvelle fois, Wiggins, il est très très loin de l'élite. Ok, on a vu qu'il ne prend pas de rebond.
Il ne fait pas spécialement de passes décisives, mais il défend. Ça ne se voit pas dans les stats, mais en fait, il défend. On va regarder. Parmi les ailiers, toujours les ailiers, qui ont joué au moins 1000 minutes, pour éliminer les joueurs qui ont très très peu joué, eh bien, voyez que Andrew Wiggins, il a le plus faible defensive box score plus-minus de toute la NBA. C'est-à-dire que son impact défensif est la plus faible de toute la ligue. Alors attention avec les stats individuelles de défense, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Dans un sport collectif où personne ne peut défendre tout seul, il est très très compliqué de manière fiable d'aller piocher des stats individuelles de défense. C'est très très compliqué. Donc il peut y avoir des aberrations. Il peut y avoir des joueurs qui sont considérés comme des très bons défenseurs, qui sont très mal classés dans les box score plus-minus, dans d'autres stats de défense. Il faut en recouper plusieurs pour se faire une idée. Toujours est-il que Wiggins, eh bien, il est considéré comme un plus mauvais défenseur qu'un Anderson, qu'un Carmelo Anthony, qu'un Gallinari, qu'un Kevin Love, des joueurs qui ne sont pas des foudres de guerre en défense, entendons-nous bien, eh bien, Wiggins a un impact défensif encore inférieur à ces joueurs-là. Donc, il ne prend pas beaucoup de rebonds, il ne fait pas beaucoup de passes, et défensivement, c'est une passoire. Et c'est pour ça que cette équipe des Minnesota Timberwolves était la 26e défense de la NBA la saison passée. Quand vous êtes un joueur majeur dans une équipe qui a une très faible défense, forcément, il y a un moment, c'est de votre faute. Alors, il y avait Zach LaVine, il y avait Rubio, il y avait effectivement toute une constellation de joueurs qui n'aidaient pas à faire en sorte que cette équipe de Minnesota soit une bonne défense. Chacun a sa part de responsabilité, mais clairement, Wiggins n'est pas un joueur impactant en défense. Loin de là. Loin de là. C'est ce que je vous le disais, Minnesota 26e défense de la ligue. Alors c'est en petit, mais quand on va sur le site NBA.com regarder le tracking en défense, eh bien vous remarquez que systématiquement l'adversaire direct de Wiggins la saison passée avait un bien meilleur pourcentage face à lui que par rapport à sa moyenne NBA face aux autres équipes. Une nouvelle fois, ça n'est pas une responsabilité que de Wiggins, c'est une défense collective. Mais voilà, quand vous êtes normalement à 45% et que quand vous tombez face à Wiggins, vous êtes à 49%, quand dans les paniers less than 6 feet, donc tout près du cercle, au lieu d'être à 62%, vous êtes à 69%, c'est que clairement en face, c'était journée porte ouverte. Donc, qualité de défense de Wiggins, très très moyenne. C'est un attaquant avant tout. On l'a compris. On l'a compris, on a exploré un petit peu tous les autres compartiments du jeu. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, donc c'est un attaquant avant tout. Pas de souci. On va regarder ça dans le détail. Première colonne, 2017. Deuxième colonne, 2016. Premier chiffre, la fréquence d'utilisation. Donc, en 2017, dans 13,5% des cas, Wiggins a fait du catch and shoot, de la réception-tir. Et il a tourné sur ses tirs en catch and shoot à 59% au tir réel. Ça n'est pas 2 points ou 3 points, c'est la combinaison des deux. C'est la pondération des deux. Pull-up 42, et à moins de 10 feet, j'ai fait une faute d'orthographe, donc à moins de 3 mètres du panier, donc on va dire tout près du cercle, il était à 42% de fréquence et à 56%. Alors la somme, vous voyez, de tout ça ne fait pas exactement 100, parce qu'il y a toujours 1% ou 1,5% de tirs qui ne sont pas catégorisables. Mais en gros, vous regroupez toute la composante de l'attaque dans ces trois compartiments. Donc à moins de 10 feet, bien entendu, ça va être des lay-ups, ça va être des petits flotteurs, ça va être des petits tirs en crochet, ça va être toute la panoplie de tirs que vous pouvez déclencher tout près du cercle. Et on remarque une chose. On remarque que dans les catch and shoot, eh bien, Wiggins, il a extrêmement progressé par rapport à l'année dernière. Et c'est ce qu'on avait retrouvé finalement dans les pourcentages à 3 points. La progression de l'adresse à 3 points de Wiggins, elle s'est ressentie dans sa progression, dans son efficacité dans le catch and shoot. Là, c'est vraiment flagrant. Par contre, il a eu beau progresser dans ce compartiment, il l'a moins utilisé en 2017 qu'en 2016. Donc il n'a pas utilisé quelque chose dans lequel il avait progressé. Et à contrario,
voyez que les pull-ups, donc c'est-à-dire je suis en train de dribbler, je sors d'un écran où je suis en isolation, j'efface mon défenseur et je tente un tir à mi-distance en sortie de dribble, donc dans les pull-ups, eh bien son pourcentage il a un petit peu progressé, on est passé de 35 à 38, mais son taux d'utilisation de ces tirs en pull-up a considérablement explosé. On a pratiquement été chercher plus de 10 points de fréquence en plus, et c'est une aberration, parce que finalement, Wiggins, il est allé la saison passée surutiliser quelque chose qui est très très peu rémunérateur en pourcentage de réussite, en efficacité en attaque, et c'est pour ça que son pourcentage au tir réel, il a régressé, alors que ses pourcentages séparés ont progressé, et quand on regarde les tirs tentés à moins de 3 mètres du cercle, eh bien, voyez que son pourcentage est passé de 58 à 56%, donc en se rapprochant du cercle, il a été un petit peu moins efficace, et là où il en tentait pratiquement 1 sur 2 la saison passée tout près du cercle, ce qui est une très bonne chose, agressivité, on va se rapprocher du cercle, on va chercher des points au pourcentage, eh bien, la saison passée, il n'a fait presque plus que 40% du temps, et ça s'est fait, cette utilisation des paniers tentés près du cercle, ça s'est fait, ça a été fait au détriment de tentatives de tir beaucoup plus importantes à mi-distance. Or, c'est une aberration parce que quand vous êtes à 56% tout près du cercle, pourquoi aller tenter plus de tirs où vous êtes à 38%? Ça n'a aucun sens, c'est aller chercher l'inefficacité. Et malheureusement, la saison passée, c'est ce que Wiggins a fait. Il est allé chercher l'inefficacité en attaque. Au lieu de se concentrer sur du catch and shoot et sur de l'agressivité près du cercle, deux compartiments qui sont très rémunérateurs en efficacité, en pourcentage au tir réel, parce que vous avez du 3 points et vous avez des paniers à haut pourcentage en dessous, eh bien il est allé chercher des tirs à mi-distance. Alors c'est pas à mettre à son... c'est pas de sa faute, c'est pas à mettre 100% à son crédit. C'est une démarche globale dans une équipe, il y a un coach qui a mis des systèmes qui ont fait le Wiggins qu'on a connu la saison passée. Mais toujours est-il que c'est pour moi une aberration. Pourquoi aller faire plus des choses qui sont moins rémunératrices en pourcentage? Et quand vous regardez la shooting chart de Wiggins, eh bien ça saute aux yeux. Parce que vous voyez que dans les above the break, dans l'axe panier-panier et à 45 degrés à 3 points, eh bien, il est vraiment pas mal. Il est au-delà de l'adresse moyenne de la ligue. Dans les finitions près du cercle, il est vraiment pas mal. Vous voyez qu'il y a du orange, il y a du rouge. On est au-delà des moyennes de la ligue. Et puis, il y a toute une constellation de tirs à mi-distance où on est dans du bleu très foncé, où on a été très, très, très maladroit. Et pourquoi insister sur des compartiments d'attaque dans lesquels on est maladroit? Regardons maintenant exactement dans le détail ce que ça veut dire par rapport aux camarades de la NBA. Dans le pourcentage de réussite de Wiggins dans la restricted area, donc on va dire à moins de 2 mètres du cercle, vraiment tout près du cercle, la restricted area c'est cette zone-là, c'est même moins d'1 mètre du cercle, c'est vraiment les finitions tout proche du panier. On a gardé que les ailiers. On n'a pas gardé l'ensemble de la NBA, on a gardé que les ailiers pour comparer ce qui est comparable. Parce qu'évidemment, un pivot aura un meilleur pourcentage près du cercle qu'un meneur d'1m80. Donc on a gardé les ailiers. Eh bien, avec 62%, le pourcentage de Wiggins le classe à peu près 120e parmi les ailiers de la ligue. Une fois de plus, on a quelqu'un qui n'est pas dans l'élite. Il fait un petit peu mieux que le global de la NBA, parce que ce global intègre les fameux meneurs, les fameux petits joueurs qui ont des moins bons pourcentages près du cercle. Par contre, comparé avec des joueurs de son profil, de sa catégorie, eh bien on voit qu'un Wiggins, pour ce qui est d'aller scorer efficacement près du cercle, il n'est pas dans le top 100 des ailiers. Regardons le pourcentage de réussite in the paint. Donc, in the paint, on est dans cette zone-là, mais en dehors de la zone restreinte. Eh bien, une nouvelle fois, avec 37,7%, Wiggins, il est à peu près à la 120e place parmi les ailiers. Il n'est pas dans le top 100 de la ligue.
Vous voyez qu'à contrario, des Kevin Durant sont à 51%, des Kawhi Leonard sont à 51%, même à Harrison Barnes c'est à 47%. Évidemment, on compare pour ce qui est de Durant et Leonard avec l'élite. Puis quand on prétend contre un max, il faut qu'on soit comparé avec l'élite. Ok. Regardons maintenant le pourcentage de réussite dans les mid-range, les tirs à mi-distance. Wiggins, il a le 4e usage de la ligue. C'est le 4e ailier qui en tente le plus de toute la NBA. Eh bien, pareil, quand on va isoler le pourcentage de réussite, eh bien on se rend compte qu'il n'est pas dans le top 100 en termes d'efficacité parmi les ailiers. Et que par rapport à un Paul George qui tente pratiquement le même nombre de tirs à mi-distance que Wiggins, eh bien, il a pratiquement 10 points de pourcentage, 10 points d'adresse en plus. Il est à 47, là où Wiggins est à 38. Donc on a un Wiggins qui va bombarder à mi-distance, mais avec une efficacité qui est très, très, très moyenne. Vous allez me dire, ok, mais en fait, il provoque des fautes. Il est agressif vers le cercle, il provoque des fautes et il va mettre des points sur la ligne des lancers. Et ça, c'est important. Ça n'apparaît pas dans les stats de tir de champ. Pas de souci, je suis allé regarder. Je suis allé regarder le free throw rate, la capacité à tenter des lancers francs par rapport à son volume de tir total tenté. Et dans le même comparatif, je n'ai gardé... j'ai mis toute la NBA, pardon. Je n'ai pas gardé que les ailiers, j'ai mis toute la NBA. Et dans le free throw rate, Wiggins est 60e. 60e, c'est pas mal, mais on n'est pas non plus dans l'élite. On est au niveau d'un Terrence Jones, on est au niveau d'un John Henson, on est au niveau d'un Kevin Love, d'un Dragic, d'un TLC. On est dans quelque chose de correct, mais on n'est pas parmi l'élite. Donc pour comprendre cette stat, quand vous avez 34,5, ça veut dire que en moyenne, quand Wiggins tente 10 tirs de champ, il va tenter 3,4 lancers francs. S'il tente 100 tirs de champ, il tente 34 lancers. C'est ce ratio-là. Donc effectivement, quand vous êtes aux alentours de 33-34%, c'est une bonne moyenne. Pour une équipe, c'est une bonne moyenne. Donc on a un Wiggins qui est dans la moyenne, mais qui ne fait pas partie de l'élite. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire faire partie de l'élite? Toutes les définitions sont entendables. Je vous propose la mienne. On est dans une ligue à peu près 400 joueurs, un peu plus de 400 joueurs. Donc, considérons que vous faites partie des 10% meilleurs, les 10% des meilleurs joueurs de la ligue, donc vous faites partie du top 40. Considérons que quand vous êtes dans le top 40, vous faites partie de l'élite. Il y a 90% des joueurs NBA qui sont moins bons que vous. Entendons-nous sur cette définition, mais qui n'a pas vocation à être absolue. Regardons maintenant les play types. C'est les différentes composantes de l'attaque pour évaluer le niveau de Wiggins. Alors, toujours dans mes vidéos, quand je parle de play type, c'est en indice 100. C'est-à-dire que quand vous êtes le meilleur joueur de la ligue, vous avez 100. Et quand vous êtes le plus mauvais, vous avez 0 ou vous avez 1. Vous voyez, ça, c'est sur cette variation-là. Donc quand vous lisez que sur l'isolation, Wiggins a 35, ça veut dire qu'il y a 35% de joueurs de la NBA qui sont moins bons que lui, mais qu'à contrario, il y en a 65% qui sont meilleurs. Voilà comment il faut l'entendre. En ISO, on est à 35. Isolation, c'est pas génial. Dans le jeu au poste, on est à 47. C'est moyen. Dans les spot-up, on est à 52, c'est moyen. Dans le pick and roll, on est à 59, c'est moyen. Il n'y a que dans la transition, c'est-à-dire le jeu en contre-attaque, où là, effectivement, l'efficacité offensive de Wiggins le classe parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Alors, ça peut se lire autrement. On peut lire ses stats aussi d'une autre façon en disant, mais en fait, il est moyen partout. Et ce qui fait sa force, c'est qu'il est moyen partout. C'est pas faux. C'est une analyse qui tient la route. Mais est-ce que quand vous êtes moyen partout, vous pouvez prétendre être un max player? Est-ce que finalement, la somme des moyens ne doit pas vous conduire à un contrat moyen? Finalement, quand on raisonne autour de Wiggins, sur le postulat, mais c'est un scoreur avant tout, c'est un attaquant, c'est un joueur qui est là pour mettre des points. Pourquoi pas? On a vu que dans toutes les composantes de l'attaque, il ne faisait pas partie de l'élite de la NBA. Finalement, c'est le 16e meilleur marqueur de la ligue, mais il ne faut pas oublier qu'il a le 19e taux d'usage
de la NBA. Le taux d'usage, c'est quoi? C'est le pourcentage de paniers tentés, de lancers francs tentés par un joueur quand il est sur le terrain. Donc quand Wiggins était sur le terrain la saison passée, 29% de toutes les initiatives en attaque étaient tentées par Wiggins. Et finalement, 19e taux d'usage, 16e marqueur, tout ça est très 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 corrélé. Ce qui veut donc dire que Wiggins était la saison passée en fait dans une démarche quantitative. Il mettait 23 points par match, mais parce qu'il avait plein de tickets tir pour tenter ces points-là. Et il n'est pas dans une démarche qualitative où, avec un nombre limité de munitions, eh bien, il a été excellé. Il est purement dans une démarche quantitative, je tente beaucoup de tirs, donc je mets beaucoup de points. Mais derrière, eh bien, il n'apparaît pas que je suis spécialement efficace, et il n'apparaît pas qu'en dehors du scoring, eh bien, j'ai beaucoup de choses à apporter à mon équipe. Et ça, c'est embêtant. Donc, comment on pourrait résumer Wiggins au vu de la saison passée? On l'a vu, c'est un joueur unidimensionnel. Il est là pour mettre des points. C'est ce qu'on appelle un shoot first. Il ne prend pas de rebond. Il n'est pas spécialement défenseur. Ça n'est pas un playmaker en attaque. C'est vraiment un joueur d'attaque. Un scoreur. Sauf que son efficacité offensive, on l'a vu, elle est correcte, mais elle n'est en aucun cas excellente. Dans aucun compartiment du jeu d'attaque, on a un Wiggins qui va se placer parmi l'élite de la NBA. Il est complètement dans une approche quantitative. C'est ce qu'on appelle un volume shooter. Je tente beaucoup, donc je marque beaucoup. Mais au-delà de ça, eh bien, il n'y a pas d'autre réel impact sur le terrain. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que dans la NBA moderne, des joueurs unidimensionnels qui ne font plus qu'une seule chose, ça n'existe plus vraiment. C'est plus la NBA des années 80-90 où dans l'équipe, vous avez le défenseur, vous avez le rebondeur, vous avez le tireur à 3 points. Non, c'est plus comme ça. La NBA, c'est exactement comme le UFC, comme le MMA, comme les sports de combat. Dans les années 80-90, si vous regardiez l'UFC, l'Ultimate Fighting, vous aviez toujours le judoka face au boxeur anglais, ou le karatéka face au mec qui faisait du jujitsu, je vais arriver à le prononcer, et chacun était dans son registre, chacun était unidimensionnel, et on s'affrontait comme ça. Et aujourd'hui, comment ça se passe en UFC? Vous avez le boxeur anglais spécialiste de lutte gréco-romaine, où vous avez le judoka qui fait en même temps du kickboxing, où vous avez le jiu-jitsu kickboxer. Vous avez une combinaison qui font que ces combattants sont beaucoup plus forts. Eh bien, dans la NBA, c'est pareil. Vous avez maintenant les fameux 3-and-D guys. C'est le mec qui peut mettre des tirs à 3 points, mais en même temps défendre. Vous avez le joueur qui est rebondeur, mais qui est aussi un très bon défenseur, un stopper, un contreur. Vous avez le meneur qui, effectivement, est bon à 3 points, mais qui est également un slasher, qui peut aller finir fort près du cercle, comme un Steph Curry. On n'est plus du tout dans une NBA de joueurs unidimensionnels. Donc le pari de Minnesota, eh bien, c'est que Andrew Wiggins suive un petit peu la voie de Giannis Antetokounmpo. C'est-à-dire qu'il fait une saison 3 correcte, il signe son extension, et une fois que c'est en banque, c'est capitalisé, c'est validé, que tout ça, les problèmes financiers sont réglés, il fait une saison 4 extraordinaire, il explose en année 4. On fait le pari, effectivement, du potentiel, il en reste sous la pédale, et Wiggins, il va exploser. On fait le pari du développement de la polyvalence de Wiggins, parce que l'avenir de Wiggins, il est là. Devenir un bon défenseur, devenir un rebondeur, devenir un joueur capable de faire un petit peu de playmaking, bref, devenir un franchise player. Parce qu'un franchise player qui ne peut mettre que des points, on a vu ce que ça donne. Tournez-vous du côté des Knicks, pas la peine de donner de nom. Par contre, le risque, eh bien, c'est que Wiggins ne suive pas la voie d'un développement d'un Antetokounmpo, qu'il reste dans un registre de simple scoreur, qu'il ait donc un impact eh bien, sur son équipe relativement limité, parce que mettre que des points, ça n'est finalement être là
que dans la partie émergée de l'iceberg, mais c'est être invisible dans toutes les autres composantes du jeu de son équipe. Et c'est finalement revêtir le costume d'un énième Rudy Gay, d'un énième Carmelo Anthony, et encore d'un Carmelo Anthony version super light, version Coca Zero, où en termes d'efficacité dans le scoring pur, on est dans un cran en dessous. Vous avez vu que Wiggins, il n'est pas dans le top 100 dans les capacités d'attaque. Là où ça peut vraiment être embêtant, c'est que avoir un Rudy Gay, un énième Rudy Gay dans son équipe, quand il est à 10 millions de dollars la saison et que vous avez 60 millions en banque, en gros il pèse 15% de vos finances, c'est pas trop grave. Par contre, avoir un Rudy Gay qui va peser dans 30% de vos finances sans vous apporter des victoires, là c'est plus embêtant. Vous allez me dire, avec Wiggins, on rémunère un potentiel, on sécurise un joueur qui peut devenir élite, qui peut être dans l'élite de la NBA dans 2-3 ans. Parfaitement raisonnable, parfaitement entendable, et c'est ce que les Wolves se font. Sauf que être dans une configuration où vous allez donner un contrat max à un joueur qui n'a pas encore tout montré et qui est dans l'optique d'être bon au niveau en tout cas que vous l'attendez dans X années, c'est extrêmement risqué. Et c'est un petit peu être un business angel, c'est-à-dire dire ta startup elle a l'air pas mal, je vais te donner 1 million pour la développer, mais j'ai une chance sur 2 qu'elle se casse la gueule. Et on ne peut pas considérer que à la tête d'une franchise NBA, en ayant des démarches rationnelles, on ne peut pas dire que ça soit rationnel de donner un contrat max à un joueur qui est incomplet, à qui il manque plein de cordes à son arc de joueur NBA et à qui on n'a pas la certitude qu'il fera vraiment partie de l'élite dans 2-3 ans. Donc, c'est prendre beaucoup de risques. C'est quand même prendre beaucoup de risques. La démarche rationnelle aurait été de dire tu nous as montré des qualités de scoring très bien, mais il manque plein d'autres choses. On va te proposer un contrat, pourquoi pas moyen, sur 2-3 ans. Montre-nous qu'en 2-3 ans, t'es super fort, et là on te signe ton extension au contrat max. Ça aurait été une démarche raisonnable. Mais mettre raisonnable, general manager et NBA dans la même phrase, c'est faire un triple oxymore, et bien entendu ça se passe pas comme ça. Vous pouvez mettre des points, on vous file le contrat max. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, à très court terme, parce que en soi, donner 25 millions à Wiggins, pourquoi pas? Sauf que je vous le disais, c'est un pari, c'est une prise de risque. Et à très court terme, cette équipe de Minnesota, elle va avoir à faire des choix qui sont cornéliens. Parce que dès la saison prochaine, pas dès la saison prochaine, dès 2018-2019, parce que la saison prochaine, Wiggins sera encore sur les termes de son contrat rookie à 7 millions la saison. Mais dès 2018-2019, donc dès la saison prochaine, l'équipe de Minnesota aura une masse salariale globale au minimum de 120 millions, si on prend tous les contrats garantis. Vous rajoutez à ça les prochains rookies, les prochains joueurs qui seront signés, on sera vraisemblablement à 135, 140, et Minnesota paiera la taxe de luxe. Parce qu'il y aura le gros contrat de Wiggins, le gros contrat de Jeff Teague, le gros contrat de Jimmy Butler, le gros contrat de Taj Gibson, et cette addition-là fait que l'équipe de Minnesota va payer la taxe de luxe. À l'été 2019, Jimmy Butler sera en fin de contrat. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde pas. Si on le garde et qu'il continue à être fort, c'est contrat max, c'est 35 millions la saison. Et à l'été 2020, Karl Anthony Towns est agent libre. Et c'est pareil, les Timberwolves lui feront la Designated Rookie Extension. Et si Anthony Towns continue sur sa lancée, il aura 27-28 millions. Il aura 25% du cap indexé sur la valeur de 2020, peut-être même plus s'il est All-NBA. Donc, on se retrouve du côté de l'équipe de Minnesota avec un triumvirat Wiggins, Jimmy Butler et le 4 qui, à eux 3, un triumvirat,
ce trio-là peut engloutir pratiquement l'intégralité du salary cap disponible, ou en tout cas 85% du cap disponible. Et là où c'est vraiment problématique, c'est que signer un Wiggins qui en 2020 sera, si mes calculs sont exacts, j'avais calculé ça, qui sera à 30 millions, si Wiggins n'apporte pas plus de défense, plus de rebonds, plus de passes décisives, eh bien c'est être dans une situation où la perspective de progression de Minnesota est complètement ruinée. Et un joueur comme ça, qui a un très gros contrat, qui est unidimensionnel et qui a stagné, sa valeur bien sûr marchande sur le marché pour un trade, elle est très 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 basse. Et comme toutes les autres équipes de la NBA en 2019-2020 auront plein de contrats toxiques, plein de joueurs dont ils voudront se débarrasser, il n'y aura plus les équipes bien sympas type les Nets qui vous prennent un contrat toxique sans demander trop de contrepartie. Ça sera plus possible parce que tout le monde en aura et là c'est l'impasse. C'est pour ça que du côté des Timberwolves, il y a une vraie prise de risque quelque part. Sur ce postulat, on rémunère un potentiel. Parce qu'on donne le contrat max à quelqu'un dont rien ne peut nous garantir, par A plus B, que il sera le joueur polyvalent et le joueur d'impact qu'on attend dans les saisons à venir. Alors vous allez me dire, mais attends, la saison prochaine, il y aura Jimmy Butler qui apportera un mentoring extrêmement intéressant et qui pourra permettre à Wiggins de prendre une nouvelle dimension. Parce qu'il aura quelqu'un qui pourra lui apprendre comment défendre, comment attaquer le rebond, comment fixer en attaque pour ressortir sur les coéquipiers. C'est tout à fait vrai. Et il faut espérer pour l'avenir des Minnesota Timberwolves que ça se passe comme ça. Mais, ce qu'il y aura aussi la saison prochaine, c'est que vous rajoutez Jeff Teague, vous rajoutez Jimmy Butler, vous ajoutez un Karl Anthony Towns qui continue à prendre des responsabilités en attaque. Vous avez donc beaucoup plus de joueurs qui veulent tenter des choses en attaque, donc un usage rate, un taux d'usage qui se dissout de manière plus homogène dans l'équipe. Ça veut donc dire moins de ballons pour Wiggins, ça veut donc dire moins de munitions et moins de tirs tentés. Et si Wiggins ne développe pas sa polyvalence, dans la mesure où avec Wiggins, avec Teague, avec Cat, il aura moins de tickets tir, au final, son impact va encore diminuer. Parce que finalement, tout ce qu'il apportait, c'était du scoring. Il pourra tenter moins de tirs. Il n'est pas spécialement dans l'efficacité. Sa valeur de scoring va diminuer. Et il va devenir finalement un joueur relativement moyen. Donc, l'arrivée de Jimmy Butler, mentoring très bien. Mais ça veut aussi dire, attention, moins de tickets tir pour Wiggins. Et ça peut être à double tranchant. C'est pour ça que le développement de la polyvalence de Wiggins, il est indispensable. Sans cette polyvalence-là, dans une équipe des Wolves qui a plus de talent, qui a accueilli plus de stars, moins de ballons pour Wiggins, donc il faut qu'il puisse exister autrement que par du scoring. Voilà où je veux en venir. Donc, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour répondre à cette question. Est-ce que Wiggins est un max player ? On a vu que c'est un joueur unidimensionnel, que dans ce qu'il fait le mieux, entre guillemets, c'est-à-dire le scoring, il est loin de faire partie de l'élite de la NBA. Est-ce que ça justifie malgré tout un contrat max ? Est-ce que ça justifie que l'équipe des Timberwolves fasse entre guillemets tapis sur Wiggins ? Maintenant, je vous le disais en début de vidéo, les Wolves, ils n'ont pas le choix, parce que si eux ne le font pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc les Wolves n'ont pas le choix, mais est-ce que d'une manière très très rationnelle, si on analyse ça à tête reposée, à froid, est-ce qu'on donne un contrat max à quelqu'un qui n'est qu'un potentiel ? Toutes les réponses sont envisageables. Bon été, à très bientôt et bon match à tous.